الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خيرة خلقك سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين المنتخبين عليهم السلام والرضا عن الصحب الغر الميامين وعلى من اهتدى بهداه وسلك طريقه إلى يوم الدين. Chers amis, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Au nom de European Muslim Network, EMN, je tiens à saluer votre présence à chacune et chacun d'entre vous et à vous présenter par la même occasion nos meilleurs vœux à l'occasion de l'année nouvelle 1433 qui s'ouvre à nous dimanche, Inch'Allah. Une année de paix, de sérénité, de santé, de joie, de bonheur et surtout de foi, Inch'Allah, pour tout un chacun et toute une chacune d'entre nous. European Muslim Network vous souhaite la bienvenue au nom de notre directrice Malika Hamidi, au nom de la responsable de la soirée, notre sœur Sarah Beau, et au nom de toute l'équipe organisatrice autour de nous, je vous souhaite la bienvenue. Alors, nous avons dans un premier temps une table ronde autour de la thématique du 11 septembre, le 11 du 9, l'Europe et les musulmans, à savoir une approche réflexive des quelques réflexions autour de la question du 11 septembre avec les représentants de plusieurs pays qui font partie de cette organisation, de ce cadre de European Muslim Network, à savoir quelques membres. Et je voudrais d'emblée excuser les membres de France, d'Angleterre et d'Espagne. Et Patricia d'Italie sera remplacée par notre ami David. Et j'ai ici Zakaria Hamid qui représente les Pays-Bas, la Hollande, et Madame Lena Lersen qui représente les pays scandinaves, la Norvège. Et donc David qui parlera pour l'Italie, Inch'Allah Ta'ala. Alors le 11 septembre, l'Europe et les musulmans. Le 11 septembre, ça fait 10 ans. Le 11 septembre, on a vu des commémorations par-ci par-là à travers le monde s'ériger. On a vu un culte se mettre sur pied, celui de la, permettez-moi le terme, la commémoration sélective, ce que j'ai considéré comme étant une forme de pathologie obsessionnelle. Et on voudrait un petit peu nous pencher sur ce qui s'est passé dans les pays membres de European Muslim Network. Autour de la question du 11 septembre. Les retombées du 11 septembre, je ne dis pas des attentats du 11 septembre, du 11 septembre, avec tout ce qui s'est passé autour, parce que permettez-moi de vous poser des questions, permettez-nous d'être critiques à l'égard de ce qu'on nous a présenté, ce qu'on nous présente encore, et à l'égard de ce qui s'est passé, puisqu'il faut tirer des leçons à travers le temps, l'histoire, et il faut surtout pouvoir être critique sans tomber dans la conspiration, mais être critique à l'égard des événements et des retombées des événements. Donc le 11 septembre, les retombées du 11 septembre, comment cela est ressenti dans les pays européens respectifs, et comment on mène une réflexion autour de cette question-là après 10 ans, et le matraquage médiatique qu'on a connu cette année autour de cette commémoration sélective du 11 septembre. Alors je vais céder la parole d'abord à notre ami Zakaria Hamidi autour de la question du 11 septembre, ensuite à notre ami David pour l'Italie, et on aura une troisième intervention. Nous aurons l'intervention de Madame Lena Lersen avec une traduction éventuelle de notre ami Tanko. Donc en quelques minutes, je demanderai à chacun de quelle manière la question du 11 septembre a été ressentie dans son pays et quelles sont les réflexions qu'on peut mener autour de cette question-là après 10 années. À vous la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Mon intervention sera plus sur je vais dresser un état de lieu de la situation maintenant en Europe et la retombée du 11 septembre qui s'est manifestée par la montée du populisme et du parti de la liberté, parti pour la liberté de Geert Wilders, comme vous savez. Et ça en 7 minutes. Je peux vous dire que les musulmans en Hollande subissent des pressions énormes. Leur situation n'est pas du tout agréable. Il y a un malaise profond et général. Les causes sont complexes
et ne sont pas dus seulement à la situation après les attaques de 11 septembre. Avant de parler de la situation politique et socio-économique actuelle, je veux commencer avec une bonne nouvelle, et ça sera la dernière de ce soir. Le débat sur l'islam est devenu moins actuel que les années précédentes. Les sondages ont montré que les gens sont plus concernés sur la situation économique. C'est pour ça que les partis populistes parlent plus de l'euro et de la Grèce que de la charia, du hijab ou de l'islamisation de la Hollande. Tant mieux. Sur la situation politique, je peux vous dire qu'en Hollande, ce n'est pas comme chez vous, en Belgique. Nous, on a pu former un gouvernement après 127 jours. Mais on a créé un monstre. Alors prenez encore votre temps pour ne pas faire comme nous. Ce monstre, c'est un gouvernement minoritaire formé du Parti libéral PVV et du Parti chrétien-démocrate CDA. Pour avoir une majorité au Parlement, ils ont le support du Parti populiste PFF, le Parti pour la liberté, le parti que vous connaissez de Geert Wilders, qui demande entre autres l'interdiction du Coran. C'est une formule qu'ils ont pris du Danemark. Le support de ce parti, le Parti pour la liberté, n'était pas naturellement gratuit. Ils ont été d'accord sur à peu près 50 points qui concernent la migration issue des pays musulmans, pour la diminuer au minimum. Et pour ça, tous les moyens sont possibles. Ils veulent aussi faire de la pression pour changer les accords qui sont les accords européens sur la question, sur la matière. Mais le plus grand défi de ce gouvernement est d'ordre économique. Ils veulent diminuer les dépenses du budget national avec 16 milliards chaque année, de façon structurelle. Les gens qui vont subir ceci, ce sont les gens qui sont démunis, et les musulmans ont naturellement une situation économique très faible, et ils sont les plus touchés. Et on voit ça, les gens sont en difficulté. Après, avant de passer à la situation socio-économique, il y a un autre désastre dans ce gouvernement, et c'est le ministre des Relations extérieures. Quand ils étaient en train de discuter sur le programme gouvernemental, dans le paragraphe qui est sur les relations extérieures, il y a seulement un pays qui a été nommé. Ce pays est Israël. Il soutient Israël sur tous les fronts. Et on a un ministre qui s'appelle Rosenthal. Le nom indique son origine. On le nomme, nous, en Hollande, le ministre des Affaires étrangères israélien. Parce qu'il défend les intérêts d'Israël plus que Lieberman. Un mot sur la situation socio-économique. La communauté musulmane connaît beaucoup de défis socio-économiques. Problèmes de familles qui ne sont pas stables, problèmes de scolarité, problèmes de travail, taux élevés des gens qui vivent des aides sociaux. Tout ça, c'est pas nouveau. Mais maintenant, la situation s'aggrave et on voit dans la communauté musulmane un déchirement entre des gens qui sont scolarisés. Et ça, on le voit très clairement dans la communauté marocaine que je connais bien. Il y a des gens qui ont on a des avocats, on a des médecins, on a des gens dans tous les domaines. Il y a des jeunes familles qui, l'homme et la femme travaillent, ils ont un niveau de vie très bien. Mais il manque de solidarité pour les autres, pour l'autre. Pour la communauté musulmane en général. Et de l'autre part, on a des jeunes qui n'ont pas de scolarité et ils n'ont pas encore un métier.
voie de la criminalité, où j'utilise un mot qu'un des jeunes m'a dit. Je vois, et je cite ce jeune, je vois beaucoup de mes amis qui sont en train de vieillir. Ils ne font rien. Ils ne travaillent pas, ils ne font pas quelque chose, ils sont en train de vieillir et laissent les jours passer. Et ils sont proies de maladies psychiques. Il y a de la dépression dans la communauté, il y a de la schizophrénie, le plan de la schizophrénie est très haut dans la communauté musulmane, plus particulièrement dans la communauté marocaine. Et devant ces défis, les musulmans ne font rien. Au niveau politique, on a des représentants musulmans, on a, je pense, 10 plus de parlementaires musulmans, mais la communauté ne se sont pas représentés par eux. Ce sont des gens qui travaillent pour leur carrière politique, sans défendre les acquis de la communauté. Des politiciens qui se balancent sur un fil très mince. Et je vais nommer des noms. Şoşkun Kuruz, un parlementaire musulman d'origine turque, il est membre du Parti chrétien-démocrate. Il a voté pour que son parti participe à cette coalition minoritaire, alors qu'il y avait des gens dans le parti qui étaient contre. Il a voté pour participer, pour accepter le support d'un parti qui est anti-islamique. Il y a un parlementaire de la gauche verte qui s'appelle Tawfiq Bibi, qui est venu le 11 septembre avec une invention géniale. Il a fait une lettre ouverte qui s'appelle Final Fatwa. Une lettre ouverte aux musulmans pour n'accepter aucun fatwa et d'interpréter individuellement l'islam. Il y a un autre politicien qui s'appelle Ahmed Makouch, qui défend, pour se positionner politiquement, il défend les intérêts des homosexuels. Il ne parle de rien, seulement que sur cette matière. Ces politiciens de carrière défendent la position de leur parti avec une dévotion exemplaire. Par exemple, dans les derniers mois, on a eu le débat sur l'interdiction de l'abattage sans étourdissement. Presque tous, ils ont voté pour cette loi. On a maintenant une loi qui a passé dans le Parlement pour interdire l'abattage sans étourdissement. Je constate que beaucoup de gens ont le sentiment que les partis qui accumulent notre vote ne défendent pas nos acquis et nos droits. Il y a une discussion entre les jeunes engagés sur la nécessité d'avoir des partis au niveau local dans les grandes villes où les musulmans sont une minorité significative. J'étais comme Tariq Ramadan contre cette idée, mais j'ai maintenant la conviction de devoir explorer cette idée. En Hollande, on n'a pas une organisation islamique influente indépendante. Les organisations qui prétendent représenter les musulmans dépendent des subsides. On a vu dans le cas de Tariq avec la ville de Rotterdam leur faiblesse et retentissement. Comme conclusion, je veux dire que je suis en Hollande depuis 1988 et j'ai vu ce pays se démasquer. Le pays qui était champion de la tolérance est devenu un pays où le populisme discriminatoire se normalise. Les attentats du 11 septembre ont approfondi la question existentielle qui suivent. Les individus, mais aussi les nations, n'ont pas encore une réponse satisfaisante pour cette question de tous les temps. Merci. Merci à vous, Zakaria Hamid, merci beaucoup pour votre intervention. Alors, le 11 septembre, les commémorations se sont multipliées par-ci par-là à travers le monde, et le symbole de la mémoire américaine, qui est le 11 septembre, est quelque part un alibi moral qui décharge les États-Unis de leurs responsabilités quand on voit la politique sur la scène internationale. Et dans ce cadre-là, je voudrais rappeler que ce qui a été mis en évidence se répète et pourrait être la même grille de lecture pour la réalité des musulmans, que ce soit en Belgique ou ailleurs en Europe. On devrait entendre ici
représentant, porte-parole pour la réalité italienne, en sachant qu'en Italie aussi, les musulmans ont quelques soucis assez profonds. Peut-être. Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. Je vais parler un petit peu de mon pays, l'Italie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je parlerai des cas italiens après le 11 de septembre. Et les conséquences islamophobiques de l'attaque sur les Twin Towers se sont jointes en Italie avec l'action politique et judiciaire qui a commencé dans 1993 par une incursion sur une organisation islamique de Milan, supposée d'être supporter de Jamaat Islamiyya d'Égypte, et s'est poursuivie avec des autres opérations médiatiquement impressionnantes que toutefois dans la procédure légale qui s'est découlée sont terminées sans aucune peine substantielle par rapport aux lourdes charges qui avaient été annoncées. En plus de la scène internationale, cette logique a également répondu à des dynamiques antérieures caractérisées par l'événement au pouvoir dans l'année suivante d'une coalition de centre-droite dans laquelle le parti de la Ligue du Nord avait, en plus de sa valeur numérique, une influence politique dominante. On nous sabote. J'ai dit quelque chose. Oui, je parlais de la Ligue du Nord. Ce parti, avec le fort caractère chauvin et islamophobe, mais solidement ancré dans le nord de l'Italie, a couvert l'espace qui est en France du Front National de Le Pen, véritable ancêtre de cette tendance, puis suivi en Europe par plusieurs groupes similaires idéologiques. Malgré les forts sentiments antinationaux et la proclamée intention de sécession, le nom complet du parti, c'est Ligue du Nord pour l'indépendance de la Padanie, compris comme le territoire italien qui comprend environ le nord du pays. La Ligue a rejoint le gouvernement national en juin 2001 pour y rester jusqu'à la crise en séjour du 4e gouvernement Berlusconi, recouvrant aussi le ministère de l'Intérieur en 2008 avec une de ses membres les plus dominants, Roberto Maroni. La politique de la Ligue est clairement interclassiste aux différentes composantes de la société italienne, avec sa polémique continue contre les voleurs de Rome et contre la région du sud du pays, toujours accusée de détournement d'argent public, de gaspillage et de leur compromis face à l'économie mafieuse. Attirer la sympathie de secteurs auparavant orientés vers les chrétiens démocrates et les partis de gauche historiques, où la répulsion chauvine est intolérable et l'antiméridionalisme était emparé par les valeurs chrétiennes et socialistes de la solidarité. Contre un véritable néopaganisme qui a été construit sur le mythe de Dieu Paul, avec une célébration annuelle qui a lieu depuis de nombreuses années à la source de la plus importante rivière italienne,
la Ligue affirme l'identité chrétienne en opposition à la supposée invasion islamique qui aurait faussé l'identité du pays. Cette attitude démagogique et mystificatrice a malheureusement suivi par de nombreux administrateurs locaux de centre-droite et de centre-gauche, plus de centre-droite, ce qui a rendu difficile dans le nord du pays tout entier de la vie des communautés islamiques locales. En fait, presque toutes les forces politiques italiennes et la grande partie de la presse nationale a emprunté à des degrés différents d'hostilité la même attitude islamophobe, considérant la présence des musulmans comme une menace à la sécurité et plus de l'identité. Au niveau institutionnel, le dialogue avec la communauté islamique entrepris par le ministre de l'Intérieur Pisano a débouché un conseil islamique d'Italie appelant de sa propre initiative certains leaders musulmans à se joindre. Son incapacité à gérer et la tolérance des abus de certains de ses composants, complètement étrangers à la dynamique religieuse et culturelle des musulmans, entraînait un petit parlement querellement triste et inutile. Après ça, le ministre de la Ligue Maroni a donné vie à son tour à un autre organisme similaire en escalant et en excluant la composante majorité et appelant à faire partie quelqu'un des exposants les plus connus de l'islamophobie dans notre pays. Imaginez-vous. En ce qui concerne la société civile et religieuse, dans les années qui ont suivi l'événement de New York, on a vécu une grande floraison d'initiatives interculturelles et interreligieuses qui ont cherché de tamponner le terrorisme politico-médiatique et d'établir une bonne communication entre croyants de différentes traditions et entre croyants et laïcs partageant les mêmes valeurs éthiques de la coexistence, de la tolérance, de la recherche du bien commun et la résolution des conflits par le dialogue. En particulier, de nombreuses organisations ecclésiales ont fait beaucoup d'efforts dans ces phénomènes admirables qui permettent pas de produire des effets positifs, Inch'Allah. On verra les résultats bientôt dans les moyens et long terme. Cette dernière année, diminuant la virulence de l'agression islamophobe, on note également une diminution de ces initiatives et ce n'est pas un bon signe. Il semble presque dire nous comprenons que vous n'êtes pas dangereux et dorénavant chacun pour soi et Dieu pour tout. Nous arrivons maintenant au comportement des musulmans et leurs associations religieuses. Au niveau individuel, nous avons trouvé dans la plupart du cas un profond sentiment d'injustice subie, d'être dénoncés comme des ennemis publics némoins l'innocence absolue. Et ces découragements apportés sur les plus vulnérables, les femmes, les enfants, les demandeurs d'asile, les chômeurs et ceux dont la position administrative n'est pas régulière. Pour les parts, les associations islamiques qui, au fil des années, ont fait l'objet de dialogue, se sont sentis trahis et ils ont eu un reflet du néo-terrorisme et retombé sur une intense campagne d'acquisition sur la propriété des lieux de culte, vécue comme un élément essentiel et une garantie de stabilité. Ceux qui, les salafistes, les soufis, les établis, s'étaient tenus toujours à l'écart du dialogue par décision consciente ou par des intérêts, ont renforcé leur persuasion avec la imaginable conséquence isolationniste sur le chemin de l'insertion de la société italienne. Aujourd'hui, à charger la tactique de la géopolitique et la volonté d'assimilation des musulmans, passer par une phase de démocratisation sans invasion ni bombe, on peut attendre une normalisation des relations avec la politique et les institutions. Quel sera le prix? Nous le savons toujours, parce que si c'était la distorsion de notre éthique, il ne sera pas acceptable. Merci beaucoup. Merci à vous, Hamza Picardo, pour votre intervention. Encore une fois, le 11 septembre nous permet, quand on observe ce qui se passe autour de nous sur la scène internationale, et cette commémoration sélective de la part des États-Unis en imposant quelque part cet état d'esprit un peu partout, il y a une certaine perception dominante de l'unicité de l'événement, ce qui développe une angoisse victimaire qui explique
l'attitude des escadrons de la mort, à savoir la politique des États-Unis, états-unienne, par-ci par-là à travers le monde, ce qui se passe en Irak, ce qui s'est passé en Libye, ce qui se passe aujourd'hui par-ci par-là dans certains pays du monde arabe principalement, avec ce qu'on a appelé, entre guillemets, le printemps arabe. Et dans ce cadre-là, je voudrais céder la parole. Donc, Lena Larsen de Norvège va nous entretenir quant au regard des musulmans de Norvège et des pays scandinaves de façon générale sur la question du 11 septembre. Donc, elle va tenter de parler en français. Et éventuellement, s'il y a des éléments qui ne sont pas clairs, elle aura une traduction de notre ami Tanko. Salam alaikum et bonsoir à tous. Pour sauver du temps, je veux essayer de parler en français, même si c'est très faible. J'espère que vous avez de patience avec moi. Oui. Et il m'a dit que j'ai 8 minutes, c'est pour ça que je vais essayer de parler en français. Comme je viens de la Norvège, je ne veux pas parler de la situation après le 11 septembre, mais je veux parler de la situation du 22 juillet et après. Je pense que vous savez tout, qu'est-ce qui s'est passé le 22 juillet. Un Norvégien, il a mis une bombe dans le quartier de gouvernement qui s'est explosé. Après, il a sorti, il est allé à une île, Utøya. C'est l'île dont la jeunesse du parti socialiste, qui sont une camping pour les jeunes chaque été. Il est allé là-bas, il a tué 66 jeunes. Entre eux, il y avait aussi des musulmans. Quand la nouvelle s'était publiée dans le téléjournal et dans le radio, alors c'était une situation exceptionnelle. Et nous, les musulmans, on a dit « Oh non !» On pense que ça, c'est un musulman fou. Ils ont commencé de déclarer « C'est nous qui avons fait de n'importe quelle part du monde ». Mais après, on a dit c'est un Norvégien. Alors, nous avons dit à nous-mêmes, entre les musulmans, on espère que ce n'est pas un homme, un Norvégien fou qui l'a converti à l'islam qui l'a fait. Mais quand on a eu l'information, qu'est-ce qui s'est passé dans l'île Utøya, on a dit c'est pas possible que ça sera un musulman. Parce que les musulmans ne vont pas tuer les enfants et les jeunes. Comme ça. Et après, quand on a eu l'information correcte, c'est un Norvégien d'origine, alors on a dit, alors au moins c'est un mois de catastrophe pour les musulmans, même c'est une catastrophe dans soi-même. Dans son publication sur Internet, il a dit que je suis une victime du danger de Arabia et de, comme on dit, trahison de la part gauche du politique norvégien. C'était le même argument l'éditeur d'un journal chrétien a donné après qu'il a publié les caricatures danoises. Et ça, c'est une caractéristique contre l'islam et les musulmans en Europe. Et comme je vois, mon interprétation, c'est qu'ils essayent tous les deux, ils essayent de prendre le pouvoir dans le discours par se présenter comme une victime. La question,
qu'on a demandé tout le temps, est-ce qu'il est un loup isolé ou non? Maintenant, c'est presque clair que dans l'acte de terrorisme même, il était un loup isolé. Mais en même temps, dans il n'est pas seul, pas du tout. Il est part d'une tendance d'islamophobie qui vient, beaucoup des arguments, ils viennent aussi des États-Unis. Mais ça, je ne vais pas en parler parce que j'ai seulement 8 minutes. J'ai dit 8 minutes. Qu'est-ce qu'il présente comme une solution? C'est la religion chrétienne, mais ce n'est pas comme foi, mais comme héritage culturel. La réponse sur l'attaque terroriste du gouvernement norvégien était de dire nous voulons plus de démocratie et une société ouverte. Et pour un peu de temps, l'atmosphère en Norvège était très gentille. Il n'y a pas beaucoup d'attaques aux musulmans, mais on a dit nous expectons pas que ça va durer. Et maintenant, les choses deviennent plus en plus à la voie normale. Et avec de nouveaux attaques aux musulmans et avec de nouveaux actes de partis politiques, je peux donner un exemple. Il y a 3 jours, une organisation qui s'appelle Human Rights Service, qui vraiment, ils ont joué avec les idées islamophobes. Ils veulent sauver des femmes musulmanes. Pour beaucoup de raisons, le gouvernement a coupé les finances par la moitié dans le budget d'État, mais la partie d'extrême droite, et dans la municipalité d'Oslo, il y a 3 jours, ils ont fait une attaque et la municipalité, ils ont donné 1200 €. Ça, la même somme qu'ils ont perdue dans le budget d'État. Alors, ça commence. La dernière chose que je veux dire, que jusqu'à le 27, que nous appelons en Norvège PST, Secret Service, ils ont eu les yeux et l'attention seulement à musulmans et le terrorisme musulman. Ils n'ont pas eu son attention à l'extrême droite. Maintenant, ça a changé. Mais on espère qu'il y aura plus de sécurité pour nous, tout le monde, dans la société norvégienne. Mais en même temps, je ne suis pas très optimiste parce que la situation en Europe, en général, la situation économique, c'est un peu difficile, comme tous nous savons. Et ça aussi peut jouer un rôle sur le développement de l'islamophobie. Merci. Merci à vous. Merci Léna Larsen pour votre intervention. Si je peux me permettre, avant de clore cette table ronde, et de passer à l'intervention de quelques présentations d'ASBL, un dénominateur commun dans les interventions qui ont été mises en évidence, c'est la notion de l'islamophobie. On retrouve par-ci par-là à travers l'Europe, que ce soit en Hollande, que ce soit en Italie, que ce soit dans les pays scandinaves, en Norvège en l'occurrence, que ce soit même en Belgique ou en France, la notion de l'islamophobie. Alors je ne veux pas moi faire des constats et rester sur
une posture victimaire par des propos démesurés, une décharge émotive. Ce qui m'importe, c'est quel est l'engagement citoyen que nous avons en tant que Belges de confession musulmane ou en tant que citoyens européens, citoyens du monde tout simplement. Notre résistance, c'est une arme. Ça semble paradoxal, ça peut faire peur, mais c'est une arme. Ce n'est pas celle du terrorisme d'État au même titre que celle qu'utilisent les États-Unis, mais c'est une arme, à savoir celle de la résistance. Être la conscience éveillée de l'opprimé autour de nous, c'est une arme. Et je voudrais que l'on soit lucide par rapport à ce qui se décide par-ci, par-là, dans cet état d'esprit de nos sociétés aujourd'hui, avec des postures islamophobes, c'est de ne pas tomber dans la réaction première, mais d'être actif ou proactif dans nos sociétés. Pour un avenir, et je pense qu'il faut, sans verrouiller les mémoires respectives, il faut qu'on se libère d'un tabou, car l'avenir n'est pas, comme le disait le professeur Roger Garaudy, ce qui sera, mais ce qui a déjà commencé. Et comme le disait le maître Sadr Sharaf, le verset du Coran, ce sont là des jours que nous faisons trépasser entre les hommes. Il disait dans l'explication de ce verset, le trépassement des jours entre les hommes, c'est le laboratoire de la foi. C'est-à-dire, c'est dans les événements, dans les épreuves, dans ce que l'on vit au quotidien, dans notre posture à pouvoir provoquer l'action première et être à la conscience éveillée des opprimés autour de nous, dans la revendication de la justice, revendiquer le droit au peuple de déterminer d'eux-mêmes, c'est là que le laboratoire de la foi s'éprouve, celui de la foi en la justice, en l'humanisme, en l'humanité de l'homme, celui de la foi en la réforme pour un demain meilleur. Je vous remercie. Alors, avant de clore cette table ronde, avant la pause, je voudrais inviter les ASBL qui doivent se présenter, à savoir IMA et TETE. Que ces deux ASBL puissent se présenter pour, en quelques mots, dire de quoi il s'agit exactement. Vous pouvez monter sur les slides. Je vous en prie. Voilà, donc désolée de vous retenir encore une minute supplémentaire, mais c'est très important. Donc, on organise donc TETE, c'est toutes égales au travail et à l'école. Donc c'est une ASBL qui existe depuis 2 ans et qui milite pour le traitement, pour garantir un traitement égal à toutes les femmes et pour lutter contre les discriminations dont elles sont victimes. Sachez qu'aujourd'hui, on célèbre la journée internationale contre les violences faites aux femmes, et dans ce cadre-là, on organise demain un séminaire interdisciplinaire où seront présentés notamment le professeur Yacoub Mahi ainsi que Monique Rinon, qui est sociologue et philosophe française. Et en fait, lors de ce séminaire interactif, on va aborder vraiment les questions de la violence, mais au niveau du concept, au niveau de ce que ça représente comme enjeu, au niveau d'un état des lieux en Europe, mais particulièrement en Belgique, parce qu'il faut savoir malheureusement que c'est un phénomène dont on parle très très peu. Pourtant, il est répandu. Pour vous donner juste un petit chiffre, il faut savoir que l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a fait récemment une étude et a montré que 70% des femmes qui sont victimes de violences souvent conjugales le sont en tout cas, 70% des femmes qui meurent d'homicide le sont en tout cas, malheureusement, l'origine provient souvent de l'époux. Donc c'est triste que la réalité est aussi catastrophique et qu'on en parle très très peu. Donc demain, en fait, ce qu'on vous invite, pour ceux qui sont intéressés, parce qu'il y a encore des places, c'est éventuellement la pause de venir donc vers moi pour vous inscrire si vous êtes intéressés. Je vous remettrai également des tracts et plus d'informations. Mais en tout cas, voilà, donc je voulais profiter de l'occasion pour faire passer le message et aussi vous dire que si vous avez envie de creuser un peu la question et de le voir sous un aspect sociologique mais aussi culturel, avec la présence du professeur Yacoub Mahi, c'est le moment d'oser vraiment poser des questions parfois qui sont dérangeantes, qui font parler, qui sont polémiques. Donc c'est l'occasion, donc n'hésitez pas, c'est demain à 14h à la Maison des Femmes, à Schaerbeek.
Et on aura l'occasion de travailler en petit atelier. Donc c'est vraiment pas une grande conférence publique, c'est un séminaire. Donc vraiment, les gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir me voir à la pause. Je vous remercie pour votre attention. Merci, je passe la parole à Aziza pour l'association IMA. Merci, bonsoir, salam alaikum. J'aimerais d'abord remercier URM d'avoir donné l'occasion à nous présenter au fait très brièvement. Nous sommes une association qui, depuis la fin du Ramadan, s'active à chercher des collaborateurs pour réaliser un projet d'envoi de livres à caractère islamique au RDC, au Congo. Nous cherchons en fait des collaborateurs qui sont prêts à vouloir s'investir, motivés à vouloir réaliser autant la rédaction du dossier que éventuellement retrouver des partenaires qui sont prêts à s'engager également en Belgique et à l'étranger, au Congo bien sûr, ainsi que des sponsors qui sont motivés, qui sont généreux pour pouvoir réaliser 2 livres qui sont vraiment en pénurie au Congo. Il faut savoir qu'une mosquée sur 2 dans les grandes villes principales au Congo n'ont juste qu'un Coran qui est chez l'imam, que les croyants et croyantes peuvent consulter qu'à titre vraiment privé. Donc il n'y a pas d'accès à une lecture islamique libre comme ici en Occident. Donc c'est un peu un appel que je vous fais envers vous. Si vous avez besoin de plus d'informations, notre stand se trouve auprès des autres stands. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous souhaitez des informations, si vous souhaitez collaborer, si des idées vous viennent en tête, on a vraiment besoin de vous. C'est un appel qui est sincère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de vous laisser quelques temps de pause, si vous permettez, je voudrais rappeler aussi que nous aurons en vente l'ouvrage, le dernier ouvrage du professeur Tarek Ramadan, autour duquel il mènera son intervention par la suite, qui est l'islam et le réveil arabe. Vous aurez l'occasion de pouvoir vous le procurer ici au prix de 15 € au lieu de 19,95 € par ailleurs. Il y aura une séance de dédicace. Je voudrais aussi rappeler que Juste Cause c'est cette structure associative pour pouvoir venir en aide à ceux qui mènent justement des combats de principes, de valeurs, des combats éthiques, ceux qui tiennent un discours et qui sont à l'avant de la scène et qui parfois sont incriminés, que ce soit dans les médias ou sur un autre plan aussi, sur le plan justement du tout sécuritaire. Juste Cause, c'est cette association qui se veut venir en aide afin de mener un combat de droit et de principe sur le plan légal de la justice. Et Tarek Ramadan en avait déjà parlé à plusieurs reprises ici à cette table. Juste Cause aura à l'extérieur un stand et on vous permettra de pouvoir avoir d'amples informations et on vous demande votre contribution, votre soutien pour Juste Cause, c'est-à-dire avoir les fonds pour pouvoir mener des combats de principe de justice pour être la conscience éveillée de ceux qui sont injustement traités autour de nous. Après la pause, vous aurez une pause d'à peu près une demi-heure maximum, une petite demi-heure, pardon, et on aura une intervention avec notre ami Hamza Picardo, qui nous vient d'Italie, qui est le papa de notre petit frère David Picardo, et qui nous parlera sur les traces de Ramadan. On a eu tout à l'heure la lecture de Coran al-Karim par notre ami Fawzi, c'est ça, Fawzi, et sa lecture m'a interpellé. Surat al-Isra, la 17e surat du Coran al-Karim, qui parle du voyage nocturne. Et à un moment donné, il a cité le verset du Coran al-Karim parlant des jours et de la nuit. Le jour et la nuit qui passent et qui trépassent, afin que vous puissiez dénombrer le nombre d'années et décompter, c'est-à-dire les jours qui passent et qui trépassent. Et Ramadan est passé. Ramadan, c'est une nouvelle naissance. Aujourd'hui, nous sommes à la veille du nouvel an, c'est-à-dire dimanche, Inch'Allah, et puis Ashura dans 10 jours, le jour de la libération et de la commémoration du deuil de la mort de l'imam Hussein et de la libération du peuple d'Israël, la culture du dialogue. Eh bien, le temps passe. Ça nous rappelle qu'il y a une nouvelle naissance avec la nouvelle année musulmane, on en dira un mot éventuellement, mais Ramadan qui est passé, Ramadan s'en est allé, mais l'enseignement de Ramadan doit persister parmi nous. Et c'est autour de cela que la réflexion de notre ami Hamza Picardo tout à l'heure sur les traces du mois de Ramadan
débutera juste après la pause. Je vous laisse une petite demi-heure de pause et on se retrouve à la Cour d'Afrique. En votre nom, remercie tous les informations. Une information, s'il vous plaît. Et bonsoir. Donc, je voudrais juste vous parler de Juste Cause. Donc, c'est une... Voilà, donc juste pour vous donner plus d'informations, donc il y a eu un procès, donc M. Ramadan a été débouté, donc il a fait appel, le prochain procès aura lieu le 22 décembre, il manque de l'argent pour ça. Donc vous trouverez au niveau des stands du livre de vente de M. Ramadan des caisses, donc on compte sur vous pour le soutien. Merci beaucoup. Bonne pause. On n'oublie pas juste 15, on a un bus poche. 15 €. Vous avez les versions digitales, s'il vous plaît. Donc, ceux qui voudront éventuellement le livre du professeur Taleb Ramadan, il y aura une séance de dédicace par la suite. On fera à l'extérieur si vous voulez, pas au sein de l'auditoire. Merci à vous. Comme ça, on peut reprendre tout de suite avec notre ami Hamza Picardo, qui est membre de Open Muslim Network et qui représente l'Italie. Alors, la thématique qu'il va nous présenter en une dizaine de minutes, un petit quart d'heure maximum, c'est sur les traces du mois de Ramadan. Sur les traces du mois de Ramadan. Et ensuite, on aura l'intervention du professeur Taleb Ramadan, une présentation de son ouvrage, L'Islam et le réveil arabe. Donc sans plus tarder, s'il vous plaît, je vous demande plus de calme, que l'on puisse commencer directement avec Hamza Picardo. La thématique sur les traces du mois de Ramadan. À vous la parole. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonsoir à tout le monde. Deux Picardo sur à parler, c'est trop, mais voilà, c'est ce qu'on a, bon, il faut se contenter quand même. Ne faites pas vous tromper de la cravate, j'étais toujours un enfant terrible, maintenant ils me disent que je suis senior member, alors il faut que je m'habille de façon correcte. En tout cas, le thème, bon, déjà le frère Yacoub il a parlé au moment de ce que je dirais, c'est tout à fait une petite réflexion sur ça, que j'ai fait pour moi-même et je veux condiviser avec vous. Et excusez-moi si je lis parce que c'est pas mon habitude, mais j'ai perdu un peu l'habitude de parler en français, alors c'est mieux que je lis parce que je suis pas... Je n'ai pas le training à ce moment-là. En tout cas, chaque année, le mois de Ramadan revient inlassablement dans notre calendrier sacré et a une fin inévitable, comme chaque chose de ce bas monde. Chaque année, peut-être milliards et demi de musulmanes et de musulmans se préparent, s'activent, font leurs courses, se querellent en se laissant aller à leur émotion pour définir la date du début. Très souvent, ils se divisent à cause des écoles de pensée auxquelles ils appartiennent, leur pays d'origine ou d'appartenance. Passé ensuite les jours sacrés de Shaban, les musulmans se retrouvent dans la pratique quotidienne du jeûne et la proximité de celui qui sait et voit tout. Une élan d'Ixan pénètre dans nos cœurs. Le visage d'Allah enveloppe notre conscience. Cette vision épouse notre foi, notre culture, notre identité islamique. Il n'y a pas un seul coin sombre qui échappe à Allah. Il n'y a pas de crevasse que l'on peut se cacher ou à Al-Basir. Nous jeûnons, pas tous bien sûr, mais beaucoup le font. Nous fréquentons beaucoup moins les mosquées en effet, mais les soirées de Taraweeh sont intenses. Après Iftar, nous nous souvenons des promesses d'Allah, lorsque nous passerons Bab Rayyan, Inch'Allah. Aïd al-Fitr marque la fin de ce mois de plénitude, et nous nous remettons en question quand l'après-Ramadan. Quels étaient les enseignements? Qu'avons-nous réformé dans notre fort intérieur?
L'impact spirituel de ce mois béni sont-ils temporaires ou permanents? Et s'ils sont éphémères, quelles sont donc nos fautes? Nous nous sommes abstenus de boire, manger des relations sexuelles une journée durant, malgré le désir physique. On ne va pas avoir pas seulement ça, comme il a dit le prophète Mohammed, de le jeûne qu'on a fait. Comment préserver et intensifier les acquis de cette richesse spirituelle qui est une source inépuisable de bienfaits dans cette vie et dans l'autre vie, Inch'Allah? Il nous vient à l'esprit un signe. L'accomplissement de cette obligation a fait bouger quelque chose dans notre cœur. Cette année en particulier, les événements politiques qui se déroulent sur la rive sud de la Méditerranée ont été présents de façon pressante à la télévision par satellite. Pas de répit, surtout en Libye, où les amis de la démocratie et des droits humains ont continué à bombarder les mauvais Libyens de manière à ce que les bons puissent triompher par le sang de leurs frères. Je me demande si les bons et les mauvais ont jeûné, qu'Allah a piété des victimes. La guerre est terminée, Kadhafi a été lynché au chant sinistre de takfir blasphème. Néanmoins, toutes les pratiques islamiques par rapport à la guerre, le traitement des prisonniers, en lui évitant par conséquent un débat processuel qui aurait mis en lumière la complicité, les connivences avec l'Europe, qui après des décennies a pris conscience de la situation des droits humains en Libye. Cela aussi fait partie des réflexions sur le mois de Ramadan. Mais pour revenir à l'essence même de notre pensée, qui se veut être surtout spirituelle et morale, je pense que l'esprit du mois du Ramadan doit nous permettre de débuter un processus de purification de l'âme, afin de nous amener vers l'engagement civil et citoyen aussi. La condition sine qua non de la purification de l'âme est le tawhid, qui est le fondement de notre foi. Mais ensuite, il y a immédiatement le besoin de retour à soi, qui est l'examen de conscience quotidienne, qui nous permet d'améliorer l'état de notre intériorité. Après Salatul Isha, avant celle du Witr, ne serait pas mal si nous pouvions nous consacrer à cette pratique recommandée par les maîtres les plus connus de notre religion. Al-Ghazali mentionne dans son kitab Wal-Mukaraba Muhasaba, si la vérité peut être connue muable et attrapant le reflet du rayon divin dans le miroir du cœur parfaitement poli, la purification intérieure en vue de cet objet joue un rôle primordial. Le principe éternel peut en fait être prise que lorsque la conscience cesse d'être étourdie par le bruit de la luxure et de la passion. La supervision et l'examen de conscience sont deux des techniques les plus efficaces spirituelles qui permettent à celui qui les cherche de poursuivre sur le chemin de la réalisation. À la fin du processus cathartique, enfin purifié par les moyens d'une discipline rigoureuse, l'âme va s'ouvrir à l'amour du ciel, une porte privilégiée pour les secrets jalousement gardés dans la présence de Dieu. Fin de citation. C'est un stade très élevé, bien sûr. Difficile à attendre, mais chacun de nous peut faire un petit effort en fonction de ses possibilités. Et le résultat en sera grand, Inch'Allah. En se rappelant que l'ombre d'Allah couvrira, entre autres, ceux dont les cœurs sont attachés aux mosquées, nous croyons en toute bonne foi que cette grâce va profiter à ceux qu'entre nous s'en souviennent seulement dans le mois de Ramadan. La générosité du Karim est infinie, et pourtant, sans placer aucune limite à sa volonté et à son jugement, comment pourrons-nous le faire? Il nous semble essentiel de rappeler à nous-mêmes et à tous les croyants que les portes de la mosquée sont ouvertes chaque jour. En Europe en particulier, elles jouent un rôle vital dans le partage de la pratique, de la foi et de la religion, dans la transmission du savoir islamique, dans l'éducation des nouvelles générations. Au moins, c'est ça qu'on devrait être. Et afin de répondre à ce rôle unique, nous devons continuer à garder dans notre fort intérieur l'esprit du mois du Ramadan et de faire de nos activités quotidiennes, spirituelles et citoyennes le mur de ce mois sacré, chacun en fonction de ses possibilités, car tout effort est récompensé, personne n'est inutile à la cause de Dieu et le résultat du bien commun est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Songer à la mosquée comme un refuge de la foi et de la religion importante. Mais cela ne doit pas être le seul endroit, car le regain de la fée, insufflé par le mois de Ramadan, doit continuer de souffler aussi sur la société tout entière, afin que ceux qui ont jeûné et ceux qui n'ont pas jeûné, les musulmans au nom,
puisse tirer profit de son infinie miséricorde, Inch'Allah. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. Merci Hamza Picardo pour cette méditation, cet instant de réflexion sur les traces du mois de Ramadan qui nous permet de méditer, de réfléchir et d'entreprendre une introspection quant à nous-mêmes, notre parcours, le résultat de cette école annuelle, le mois de Ramadan. Et je profite de cette occasion pour rappeler, à la veille au réveillon du Nouvel An musulman, 1433, il est important d'opérer par une introspection, de commémorer justement ce déplacement, cet exil du prophète de la Mecque vers Médine, un exil qui a permis l'instauration d'une cité nouvelle, une cité sur base de fondements, de principes, de valeurs, d'éthique, à savoir le principe de la fraternité, l'instauration de la mosquée, l'espace du marché et le contrat de citoyenneté élaboré par le prophète avec les communautés juives et chrétiennes dans les alentours de Médine. Ce moment, celui de la commémoration du Nouvel An, est un moment qui nous amène à réfléchir sur nous-mêmes, sur notre réalité, une remise en question. La notion de la commémoration est importante dans la tradition musulmane. Elle est importante pour tout un vivant parce qu'il faut avoir la conscience éveillée autour de nous de ce qui se passe et savoir que le passé nous donne des leçons pour pouvoir construire l'avenir. L'avenir n'est pas ce qui sera, mais l'avenir commence maintenant, c'est-à-dire à partir du moment où je suis en train de le construire. L'avenir est en train de se dessiner autour de nous à travers le monde. L'avenir nous interpelle. Les réalités qui sont celles de bouleversements incessants autour de nous sur la scène internationale, dans les pays arabes, la Tunisie, le peuple tunisien qui nous a donné une leçon d'humilité, de courage, et qui a débuté quelque part cet élan de ce qu'on appelle entre guillemets le printemps arabe. Ensuite, l'Égypte. En plus. L'Égypte, et ensuite d'autres pays arabes. On a vu ce qui s'est passé en Libye. Malheureusement, il y a des dérapages. On voit ce qui se passe en Syrie, on voit ce qui se passe au Yémen, à Bahreïn. Les enjeux sur le plan géostratégique, les enjeux d'ordre économique. Et des questions persistent, des questionnements persistent, les bouleversements nous interpellent. Des réflexions sont menées par-ci par-là sur la scène internationale et des intellectuels se sont prononcés. Et le professeur Tariq Ramadan, professeur à l'université Oxford en Angleterre, professeur d'islamologie, a écrit un ouvrage qu'il a intitulé donc l'islam et le réveil arabe. Vous avez pu trouver cet ouvrage à l'extérieur, il est en vente. Il pourra vous le dédicacer après son intervention, après l'échange avec la salle. Sans plus tarder, je vais lui céder la parole pour quelques réflexions autour de cette thématique, l'islam et le réveil arabe. Il fera une présentation de son ouvrage et nous donnera une grille de lecture particulière autour de cette question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais en commençant cette intervention encore une fois remercier le Muslim Network en particulier. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez là? Donc, je voulais les remercier. Sarah et Malika pour le travail d'organisation de cette rencontre et votre accueil dans les conditions qui sont encore une fois excellentes. Et cette année, il a été fait une liste d'inscriptions avant pour éviter les problèmes. Et donc, je pense que c'est vrai que ça fait pas mal de déçus, mais ça rend les choses plus simples en même temps et ça permet de mieux organiser. Donc je voulais les remercier. Remercie également les quelques délégués que vous avez vus. Certains ont parlé, d'autres n'ont pas parlé. Il faut savoir que le réseau des intervenants qui viennent de toute l'Europe, qui ont fait un travail, on se réunit chaque 6 mois et ils étaient là. J'aimerais aussi les saluer, les remercier. Notre langue de travail est beaucoup l'anglais et un peu le français. On essaie de travailler dans les deux langues.
certains même sont dans la salle et ne comprennent pas ce que je dis. Je les salue quand même. Et je les remercie, ça ils comprennent, je pense. Et donc vraiment, remercier ce travail et la continuité de ce travail-là. Remercier également, avec la modestie qui est la sienne, Hamza qui était là et qui a fait en français un exposé sur la spiritualité sur le mois du Ramadan. Il a la modestie de la présence, mais des années d'expérience. Il est un peu, pour beaucoup d'entre nous, un modèle dans le travail et dans le service de la communauté. En Italie, vous ne pouvez aller nulle part à l'intérieur de la communauté musulmane sans qu'il soit connu, non pas parce qu'il parle plus fort que les autres, mais il sert tout le monde avec déférence et avec présence, et lui également, toutes ces années-là, j'aimerais très fraternellement le saluer et saluer ce travail-là. Et vous le connaissez parce qu'il mène et il présente les choses, mais vous savez également toutes les années de travail. Nous sommes en train de devenir vieux les uns et les autres. Donc l'ancien jeune Yacoub Mahi est devenu le docteur Yacoub Mahi a les cheveux presque aussi blancs que les miens. Et donc également, mais parce que c'est important aussi de savoir remercier ceux qui sont au service, qui apparaissent, qui parlent et puis qui disparaissent comme des anonymes dans des soirées et qui pourtant font un travail qu'il faut saluer. Voilà. Simplement quelques mots sur les thèses fondamentales d'un nouvel ouvrage. Encore une fois, j'aimerais le situer dans le panorama de tout ce que j'ai essayé de faire ces dernières années. Je le répète souvent, mon travail se situe sur trois chantiers essentiellement. Il y a le premier chantier qui est celui de la pensée islamique en tant que telle, la pensée légale, la pensée sur dernièrement les usul al-fiqh, les objectifs, mais également sur le fiqh de notre situation en Occident, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe, mais également dans les sociétés majoritairement musulmanes. Donc il y a tout un travail qui est sur la pensée fondamentale, sur le droit. Il y a un autre type de travail qui est sur la présence musulmane en Occident. Et puis il y a un autre chantier qui est celui des sociétés majoritairement musulmanes. Or ce dernier ouvrage, il est essentiellement sur les sociétés majoritairement musulmanes. C'est une lecture du réveil arabe, en se posant la question de savoir quel va être le rôle de la référence musulmane, si rôle il y a, et comment se situer dans le débat qui est le nôtre aujourd'hui. Alors, tout simplement pour vous expliquer la démarche, dans un premier temps, ce que je voulais, c'est un livre factuel concernant l'évolution récente, l'évolution historique récente, c'est-à-dire étudier les faits. Et ça m'a pris énormément de temps. J'ai passé beaucoup de temps à recouper des informations, essayer d'avoir la couverture des faits, l'expression des faits, l'évolution des faits de la façon la plus précise qui soit, en allant chercher un certain nombre d'informations qui ne nous étaient pas forcément dites au moment où les choses se passaient. Et puis en même temps d'aller chercher les faits, de poser un certain nombre de questions sur les débats qui traversent les sociétés majoritairement musulmanes dans ce qu'on appelle l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Les deux régions en tant que telles. En anglais, on a un acronyme, on dit MINA pour dire Middle East and North Africa. C'est deux régions qui sont aujourd'hui liées à tout ce qu'on appelle le processus de soulèvement et du réveil. Donc, une volonté d'analyser les faits et une volonté de poser un certain nombre de questions sur le fond de ces sociétés-là, en essayant de faire un livre qui, tout en étant simple à la lecture, n'est pas simpliste quant à la réflexion. Essayer de faire ça, garder la profondeur tout en essayant d'aller chercher les faits et puis les thèses. Et ça m'a amené à diviser le travail. J'aimerais que vous compreniez ceci, faire un travail sur la terminologie. De quoi parle-t-on exactement? Comment nommer les choses? Parce qu'on le sait en psychologie élémentaire, mais comme en politique, vous le savez également, le dominant impose souvent la formulation. Donc des gens qui hier pouvaient être des terroristes deviennent tout à coup des libérateurs. Des gens qui étaient des libérateurs deviennent des terroristes et des résistants.
Le mot noble de la résistance devient terroriste quand le résistant n'est pas celui qu'on aime, et il est un résistant noble quand sa cause est la nôtre. Donc, nommer, c'est identifier, c'est décider. Décider de où on place les gens dans l'échiquier. C'est très important. C'est pas un hasard que très très vite il y ait une formule de révolution ou de printemps arabe à l'idée de ce qui se passait à l'est de l'Europe. Donc ces mots-là, il faut les étudier. On peut être d'accord ou on peut ne pas être d'accord. Au moins on étudie. Qu'on se dise au moins qu'est-ce que veut dire ces mots, qu'est-ce que l'on entend par ces mots, quelle définition on donne à ces mots. Donc il y a un travail de terminologie, un travail aussi de récupération par la terminologie. Souvenez-vous, au moment où commencent ces soulèvements, au moment où la Tunisie lance ce mouvement par la mobilisation, par la violence de la police, et puis par la mort de Mohamed Bouazizi, parce que c'est pas simplement sa mort est un déclencheur phénoménal, ça a démultiplié l'énergie populaire. Mais avant ceci, il y a des images de gens qui se font taper par la police, et puis ensuite il y aura d'autres images, des militaires qui n'interviennent pas, mais après que la police soit intervenue. Toutes ces images-là s'accumulent, et finalement on commence à avoir des commentaires, et ce qu'on lui disait à un moment donné, on disait attention les islamistes. Pourquoi? Parce que quand commence ensuite le mouvement en Égypte, on a peur du danger islamiste. Et puis tout à coup, tout ça c'est parti. Pendant une période, le mot islamiste va disparaître. Et c'est ce que j'avais écrit à l'époque, j'avais écrit un article en disant attention, ce n'est pas parce que les islamistes ne sont pas les promoteurs, et ils ne l'étaient pas, ni en Tunisie, ni en Égypte, ce ne sont pas ceux qui ont lancé le mouvement. Les islamistes n'ont pas lancé le mouvement. Les islamistes vont, pour certains d'entre eux, rejoindre le mouvement. Et donc ils ne sont pas les maîtres d'œuvre ou ceux qui vont lancer la mécanique. Alors à un moment donné, on s'arrête de parler de cela, donc on arrête de penser aux islamistes, mais on en oublie que ces populations sont majoritairement musulmanes. Et donc finalement, ils ont nos valeurs, mais n'ont plus d'identité particulière dans les analyses que l'on fait. Ah, c'est bien, ils travaillent pour la liberté. Ce sont des jeunes, modernes, pour la liberté, pour la dignité, mais ils n'ont pas d'identité. On oublie leur identité, comme si l'islam ne jouait plus. Moi, j'avais écrit un article, il dit « Sans qu'ils soient islamistes, ils n'en demeurent pas moins des musulmans. » Et c'est aussi cela qu'il faut entendre. De là où ils parlent, ils défendent les mêmes valeurs de là où vous êtes. Mais il faut que de là où nous sommes, nous comprenions de là où ils partent, pour comprendre leur processus. Donc ici, c'est des choses qui sont importantes. Nommer, essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Et en même temps, avoir la capacité de relever, donc ça c'est la première partie, un problème de terminologie. Puis ensuite un problème d'histoire. Parce que ce qui nous a été dit parfois, c'est que ces mouvements qui venaient de nulle part, en fait ils ne viennent pas de nulle part. Il y a des ingrédients socio-économiques qui font qu'à un moment donné, un peuple qui est dans la souffrance, un peuple qui n'a plus de liberté. Moi, j'avais des gens qui revenaient d'Égypte et des gens qui revenaient de Tunisie qui disaient ça va imploser. Pourquoi? Parce que la situation socio-économique ne va pas, parce que la liberté n'est pas, parce que la corruption se répand et que rien n'est à l'horizon, avec des régimes qui sont finissants. Donc on a des faits, des réalités sociales et économiques et politiques qui permettent de comprendre qu'à un moment donné, ça va imploser. Ce qu'on d'ailleurs, on avait par exemple dans les territoires occupés sous la pression israélienne, on savait qu'à des moments donnés ça pouvait imploser et que ça peut imploser. Donc on avait ceci. Mais ce n'est pas simplement ce que l'on avait. On avait d'autres éléments qui sont aussi des éléments factuels qu'il faut étudier pour ce qu'ils sont et sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. C'est-à-dire ici c'était aussi étudier les faits concrets qui étaient à notre disposition pour essayer de comprendre ce qui se passe, la séquence historique courte qui a précédé ces éléments-là. Ensuite, analyser les vrais débats, analyser les débats qui se passent dans le monde arabe et faire le constat de quel type de crise la conscience arabe est touchée. Parce que s'il y a une chose qui est une réalité, sans qu'on soit occidentalisé, sans qu'on soit ethno- ou européo-centré, il faut relever qu'il y a aujourd'hui dans le monde arabe et dans les sociétés majoritairement musulmanes une vraie crise du débat politique et du débat intellectuel. On ne peut pas nier cela. Et on va le voir très très rapidement, non pas simplement par la façon dont l'Occident voit le débat, parce que c'est vrai, et c'est ce que je disais souvent dans les plateaux, j'ai pu le dire sur des chaînes de télévision américaines comme britanniques, comme françaises, arrêtez de penser que tout se réduit à une polarisation entre les laïcs et les islamistes. Ça n'est pas que ça le monde arabe.
Mais nul ne peut nier que dans le monde arabe, certains portaient ce discours-là aussi, qu'ils se sont, eux, situés dans notre légitimité, elle est d'être laïque face aux islamistes, et notre légitimité, elle est d'être islamiste face aux laïcs. Et donc, il y avait un jeu de polarisation qui vient de l'Occident, mais pas seulement, qui vient aussi des sociétés. Et ça, la deuxième partie du livre essaie de déconstruire ça en disant quelles sont les vraies questions au-delà de des faux débats. Et puis ensuite, un certain nombre de chantiers, le chantier social et éducatif, le chantier économique, le chantier culturel et le chantier éthique. 4 chantiers qui me paraissent déterminants pour poser les questions de la société arabe contemporaine et des sociétés majoritairement musulmanes. Donc voilà la structure du livre. Alors très rapidement, parce que je ne veux pas prendre plus de temps, on m'a demandé de faire une sorte d'introduction en 15 minutes, mais encore une fois, moi ce qui m'intéresse, c'est pas de réduire ce propos à une conférence. S'il y a une chose qui est intéressante pour nous, c'est qu'on aille à la lecture et au débat, à la confrontation critique. J'ai jamais, je crois, depuis 25 ans, de l'intérieur des communautés musulmanes en Occident, comme des sociétés majoritairement musulmanes, j'ai rarement été autant critiqué avec mes prises de position sur les articles. Alors, il faut dire aussi que dans le livre, il y a toute une partie d'analyse, puis ensuite j'ai mis toute une série d'annexes qui sont les articles que j'écris pratiquement chaque semaine. Si vous allez sur mon site chaque semaine, il y a un article qui suit les événements, ceux-ci ou d'autres d'ailleurs, mais je me suis beaucoup concentré sur ce qu'on appelle le printemps arabe ou les révolutions arabes. Et donc, là aussi, je me suis rendu compte que le fait que j'ai dit ce que finalement Hamza vient de dire, et je l'avais dit avec force, j'étais un opposant radical à Kadhafi. J'ai soutenu mon propre gouvernement suisse contre cet homme et contre son fils en disant que c'était inacceptable qu'on se compromette avec un dictateur. C'est un homme qui... et je me suis même opposé au gouvernement français, j'ai même relevé récemment avec le conseiller du président Sarkozy en disant mais attendez, les multinationales françaises ont permis à Kadhafi d'avoir la meilleure technologie pour surveiller ses opposants. Ça fait 1 année et demie, on le recevait en grande pompe à Paris et on lui donnait les moyens de surveiller ses opposants, voire de les torturer, de les tuer. Puis ensuite, tout à coup, on est des grands libérateurs qui s'opposent au dictateur suprême. Mais une chose est de dire qu'on est contre le dictateur, une chose est de dire qu'on est contre le régime, et je le dis avec force, une chose est d'accepter la façon dont il a été lynché, tué, dans l'ignominie. L'ignominie, ça ne se peut pas être. Et donc, en l'occurrence, ici, quand j'ai dit ça, mais j'ai pris une avalanche de critiques de Libyens en disant « Si tu es contre la façon dont on l'a tué, ça veut dire que tu es pour le dictateur qu'il fut. » Vous voyez, ce genre d'attitude binaire, émotionnelle, que je retrouve dans tous les pays arabes. Dans tous les pays arabes. C'est vrai en Égypte, c'est vrai en Tunisie, c'est vrai partout. Et à un moment donné, on a envie de dire aux sociétés arabes, délaisser l'émotionnel et commencer à avoir un rapport un tout petit peu plus fondamental à la pensée, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Je veux dire, le pire qu'il y ait dans un processus démocratique, c'est d'être mu par l'émotion, parce qu'il n'y a rien de moins démocratique que l'émotion. Il n'y a rien de moins démocratique que la non-maîtrise de l'émotionnel. L'émotionnel peut vous faire partir à gauche et à droite, et la première des choses, elle était pour moi de dire, l'énergie populaire que l'on a vue, le courage des Tunisiens qui sont descendus dans la rue, le courage de ces jeunes qui ont fait face et qui ont en fait mis en marche cette mécanique, ce mouvement populaire qui a fait que des Égyptiennes et des Égyptiens ont trouvé un courage et se sont dit si c'est possible avec eux, ce sera possible avec nous. Certes, il y a eu des morts, parce qu'il ne faut pas les oublier, c'est pas parce qu'il y a eu peu de morts qu'il ne faut pas célébrer la mort de ceux qui furent courageux par rapport à la torture. Je veux dire, moi je considère, c'est assez incroyable, parce que je me dis, il n'y a pas eu de violence. Il y en a eu de la violence en Tunisie, il y a eu des morts, il y a des familles qui ont perdu des femmes et des hommes qui sont descendus dans la rue sans armes et qui se sont fait tabasser, voire qui se sont fait torturer et qui sont morts. Et de ce point de vue-là, il faut saluer la mémoire de ces jeunes hommes, de ces jeunes femmes, de ces hommes et de ces femmes. Certains n'étaient pas jeunes et qui ont donné de leur vie pour un mouvement. Et ils ont lancé un mouvement, et on a vu en Égypte aussi des femmes et des hommes faire de même. Et ça, quel que soit ce qui a pu être décidé, ou quel que soit ce qui a pu être d'une certaine façon ouvert par les cabinets ministériels ou les gouvernements en Europe ou aux États-Unis, ceci n'est pas contrôlable.
Et la meilleure des preuves, c'est ce qui s'est passé en Syrie. On ne voulait pas dans un premier temps. Vous savez, on a attendu 6 mois avant d'en commencer à entendre l'administration américaine et quelques administrations européennes dire « il faut changer le régime ». Dans un premier temps, la question de la Syrie était très sensible. Si la Syrie tombe, c'est énormément d'enjeux régionaux. C'est la question de la stabilité dans le pays, des opposants dans le pays. Qui sont les opposants au gouvernement, au régime de Bachar el-Assad? Comment gérer la fracture chiite-sunnite dans la région? Que va-t-il advenir de la relation avec Israël et l'Iran? C'est des questions d'une complexité majeure. Et donc, mieux valait la stabilité et l'utilité de l'opposition. On sait que Bachar est un dictateur, mais un dictateur qui, comme son père, a souvent dit qu'il interviendrait contre Israël, par exemple, et qui, à son actif, n'a aucun acte de belligérance. Aucun, il n'a que le verbe. Donc c'est utile. Parle, ça permet à un pays de se présenter comme victime de ton verbe, mais jamais de tes actes. Et donc on avait, de ce point de vue-là, sur la Syrie, quelque chose qui est... qui montre quoi, en fait? Que le peuple syrien, ces femmes et ces hommes qui sont descendus dans la... Il faut que je finisse? C'est ça? D'accord. Elle avait dit. Merci. On va faire la gestion masculine. Hein. On gagne du temps. Bon, je vais essayer de finir. Qu'est-ce que je disais? Oui, cela étant en plus ce que j'ai entendu tout à l'heure sur le fait d'aller pour le soutien à la question de la maltraitance des femmes et de soutenir ces... Je veux dire... On parle souvent les symboles, mais là c'est pas un symbole, c'est une réalité, il faut soutenir ça. Il faut qu'on se rende compte que dans les communautés musulmanes aussi, je veux dire, c'est un mal international, ça. International. Musulmans ou pas musulmans, des hommes, et en particulier des maris, puisqu'il a été dit 70% maltraitent leurs épouses jusqu'à provoquer la mort de certaines, le mauvais traitement, la souffrance. C'est là où on doit être. Je veux dire, on n'y va pas parce qu'on est musulman, on n'y va parce qu'on a des principes, et que ces principes-là, ils sont universels, et qu'en islam, il ne peut pas être question d'admettre qu'on frappe une femme. C'est aussi simple que ça. Et donc la maltraitance, c'est notre affaire. Il faut que nous soyons de la partie, il faut que nous soyons présents. Voire aussi nombreux que vous êtes ce soir, il faut y être, c'est important. Donc, pour que je termine, donc il y a toute cette démarche de relever que les peuples montrent aussi une énergie et qu'il faut être du côté de ces peuples. Je suis aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, du côté de ces femmes et de ces hommes qui sont sur Midan el-Tahrir à l'heure actuelle et qui font et qui ont bien compris. Si aujourd'hui ils ne se mobilisent pas, le soulèvement égyptien peut être complètement récupéré par l'armée qui ne veut pas lâcher le pouvoir. Et donc, ce qu'on entend dans les officines, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux. Vous savez, quand ça s'est passé en Tunisie et qu'on venait me demander est-ce que vous pensez que l'effet domino peut être réalisé, que l'Égypte va aller, je disais non, je ne pensais pas que l'Égypte suivrait. Et ils ont prouvé que j'avais tort, ils ont suivi. Et il se pourrait que la première aspiration populaire qui a donné cette énergie du peuple m'ait donné tort, mais il se pourrait aujourd'hui que s'il n'y a pas un nouveau souffle populaire, je puisse finalement avoir raison, que c'était aussi une manipulation du régime militaire, parce qu'on sait qu'il y a des tensions entre l'armée en Égypte, et que là, à l'heure actuelle, les militaires, regardez, quand on voit celui qu'ils nous ont, Kamal El-Kanzouri, celui qu'ils ont nommé comme Premier ministre, il a 77 ans, ancien ministre de Moubarak, fait partie et c'est le nouveau Premier ministre d'un ancien régime qui perdure. Et donc il faut être extrêmement vigilant de ce point de vue-là sur ce qui est en train de se passer en Égypte et dans tous les pays de la région. Ça m'amène à dire 3 choses, et je conclus dans le temps qui m'est imparti. Première des choses, c'est que il faut analyser ce qui s'est passé, être vigilant, être plein d'espoir sans être naïf. Et ce qui s'est passé, qu'on appelle, moi d'abord je ne nomme pas ceci le printemps arabe, je n'y crois pas. Je ne crois pas que ce sont des révolutions. Je crois que le seul mouvement qui aujourd'hui est en train de se rapprocher de son objectif, c'est ce qui se passe en Tunisie. Mais c'est le seul. Et je me pose la question, il se pourrait que ce seul exemple soit l'exemple de succès qui fasse aussi
qui soit le seul et qu'on ait autant d'échecs à côté. Je ne suis pas sûr de la réussite des autres pays alors que je vous parle. Je ne suis pas du tout sûr qu'on va vers le succès. Je suis favorable et je soutiens les États qui accompagnent le processus en Tunisie. Il faut l'accompagner, il faut le soutenir, ce mouvement-là, quels que soient les résultats. Je veux dire, un régime démocratique, ce n'est pas à nous de décider du résultat. Mais ça ne nous empêche pas d'être vigilants sur les résultats et sur ceux qui parviennent au pouvoir. Et de demander à ce que les processus démocratiques, la transparence, le pluralisme, tout ça, se soit protégé. Et les acquis aussi doivent être protégés. Mais si vous voyez tous les autres pays, l'Égypte, la Syrie, le Yémen, Bahreïn, quel autre pays j'ai oublié, la Libye, aujourd'hui à l'heure où je vous parle, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Et ce ne sont pas des révolutions encore. Je les appelle des soulèvements et je ne parle pas de printemps. Et vous savez, notre première attitude par rapport à ça, c'est d'avoir vu le processus comme un effet domino et un mouvement. Et moi, je suis de plus en plus en train de changer l'image. C'est moins un mouvement qu'un jeu d'échecs. Et vous pouvez gagner avec certains pions en Tunisie, mais vous pouvez perdre sur d'autres espaces de l'échiquier. Aujourd'hui, c'est un jeu d'échecs. Et deux choses que j'aimerais mettre en évidence par rapport à ça. Certains, quand ils m'ont entendu parler des deux premières parties du livre, ils disent « Oh là là, les thèses conspirationnistes ». Moi, je suis le dernier à défendre les thèses conspirationnistes, mais je ne suis pas naïf au point de penser que tout se passe dans le ciel bleu de l'amour populaire. Qu'aujourd'hui, on sait des faits qui sont extrêmement inquiétants et qu'il faut analyser pour ce qu'ils sont. Que des jeunes ont été formés à la maîtrise des instruments Internet, que ceux-ci sont payés dans leur financement et que même des blogueurs mettent en évidence, faites attention, on est financé par des gens qui peuvent vouloir autre chose que ce que nous voulons. Que au moment où le gouvernement égyptien ferme tout accès à Internet en Égypte, Google donne les accès de sécurité aux opposants égyptiens, mais qu'au même moment, c'est-à-dire exactement un mois plus tard, les Syriens demandent la même chose parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès et Google refuse de leur donner les accès. C'est-à-dire que vous avez une position de Google, de Vodafone, de Yahoo, qui est totalement différente selon le pays. On ne réagit pas la même chose selon le pays. Qu'en 2008, l'ambassadeur des États-Unis en Égypte envoie une note, Wikileaks l'envoie, elle est confirmée par le New York Times. Confirmée par le New York Times, envoie une note en disant un mouvement de jeunes est en train de s'installer en Égypte qui veut renverser le pouvoir avant les élections de septembre 2011. Nous sommes en 2008. On se met en 2008. Et que le gouvernement égyptien est au courant, à tel point qu'en 2010, quand ils reviennent de formation aux États-Unis, sont arrêtés à l'aéroport. 5 parmi eux, des cyberdissidents. Donc nous dire, on ne savait rien, c'est venu comme ça, moi je veux bien être optimiste, mais je ne veux pas être un idiot. Je veux dire qu'il y a des faits. Et que ça veut dire que si ces faits, on les connaît, on se dit, il y a des mouvements politiques, mais attention, ce que je dis aussi avec force, le mouvement populaire ne se réduit pas à maîtriser des instruments Internet. C'est-à-dire que vous pouvez orienter, mais vous ne pouvez pas tout contrôler. Et toute la question est de savoir, est-ce que les peuples vont dépasser la possibilité de contrôle? Parce que si vous pensez par exemple que le point que vous avez vu, que vous retrouvez en Tunisie, que vous retrouvez en Égypte, que vous retrouvez au Yémen, que vous retrouvez partout dans les pays où il y a eu ces révolutions, dit-on, ces mouvements, eh bien si vous regardez ce qui s'est passé en 2000, et si vous regardez ce qui s'est passé en Europe de l'Est, vous avez exactement la même chose. Qui a théorisé ceci? Un homme, Srdja Popović, qui était le responsable de Otpor et qui ensuite était le responsable de Canvas. Il vous parle de la mobilisation non violente. Planification, discipline, discipline non violente. Unité, planification et discipline non violente. C'est une stratégie. C'est comment mobiliser les peuples. Et vous avez tous été étonnés comme moi, pendant quelque temps, de savoir que tout le discours a toujours été extrêmement maîtrisé. Aucun discours contre l'Occident, aucun discours contre les États-Unis, aucun discours contre Israël, uniquement contre toi, et toi tu dégages. Vous vous souvenez? Vraiment extrêmement pointu, c'est un discours étudié. Et surtout une chose, tout le discours, sa philosophie était discours positif. Il faut être positif. C'est-à-dire travailler à rassembler les clivages politiques
avoir un message qui dépasse les clivages politiques, c'est-à-dire travailler contre la corruption, travailler contre la dictature et de ne pas tomber dans les divisions politiciennes. Ça a marché. Maintenant, toute la question est de savoir, cette énergie populaire, est-ce qu'elle va pouvoir le dépasser? En Tunisie, quelque chose s'est passé qui a permis une évolution. Et là, c'est dû aussi à des gens qui étaient intelligents, qui ont fait très très attention à ne pas tomber dans le clivage, à ne pas tomber dans la polarisation. Ce n'est pas partout le cas. À l'heure où je vous parle, en Égypte, on est loin d'une révolution réussie. On est même très proche d'un soulèvement avorté. Parce que les enjeux sont extrêmement, ce que je disais, c'est tellement important l'Égypte régionalement, qu'il faudrait qu'on fasse attention à ne pas être naïf. En Syrie, à l'heure où je vous... En Syrie, c'est une évidence qu'on a pris du temps, la Chine et la Russie s'opposant à l'intervention. Alors il était évident qu'on n'allait pas intervenir comme la Libye. Et puis, d'un autre côté, aujourd'hui, essayer de savoir avec qui est-ce qu'on va pouvoir entrer en communication dans l'opposition. Donc une autre stratégie. La Syrie aujourd'hui est dans une situation extrêmement, sans doute va-t-il partir. Mais il y a effectivement un jeu sur quel type d'opposition, avec qui va-t-on travailler. C'est bien la même chose où il y a un échange de bons procédés en Libye, ou alors où je vous parle également, les Américains, on savait qu'ils étaient sur le terrain. Ça fait longtemps que les Américains sont sur le terrain libyen. Et puis aujourd'hui, c'est effectivement tout l'enjeu économique de la relation avec la nouvelle Libye qui apparaît. Et il y a des tensions parce qu'on a envoyé en Libye comme responsable de l'aide militaire à partir de Benghazi quelqu'un qui vient de passer 20 ans aux États-Unis et qui était le responsable du mouvement tchadien anti-Kadhafi pour le compte des États-Unis. Donc c'est très complexe. Il ne faut pas qu'on pense que... Donc il faut prendre du recul, se dire, attendez, pourquoi parle-t-on si facilement de printemps arabe alors qu'il semblerait qu'on ait une redisposition de la cartographie des relations internationales et des relations régionales? En sachant une chose, c'est que les États-Unis comme l'Europe ne pouvaient plus continuer leur politique dans la région. La Chine a multiplié par 7 ses relations économiques avec la région. Et il y a une chose qui est très importante, c'est que la Chine, il y a 2 choses qu'elle ne demande pas. Elle ne demande pas si vous êtes pour les droits de l'homme ou pas. Ça ne l'intéresse pas. Vous êtes pour les droits de l'homme. Ça vous regarde, vous n'êtes pas contre les droits de l'homme, votre porte-monnaie est plus intéressant. Donc il y a moins d'hypocrisie, mais il y a la même politique. Parce que, à vrai dire, franchement, si l'Occident s'était intéressé aux droits de l'homme, ce serait autre chose dans la région. La deuxième des choses qui est importante, c'est qu'il n'y a pas la même relation historique de la Chine et de la Russie avec Israël dans le conflit israélo-palestinien. Ça, c'est complètement nouveau. Donc on a un déplacement du centre de gravité vers l'Est, qui est une vraie question. Donc vous voyez, tout ça, j'essaye de l'étudier, et ça m'amène aussi à dire que sur la question de la référence à l'islam, il faut absolument que le monde arabe et les sociétés majoritairement musulmanes sortent de cette fausse dialectique qui consiste à les laïcs contre les islamistes. Il y a d'autres problèmes plus importants que ça, sur la justice sociale, sur la véritable dynamique sociale, de liberté, la diversité, le pluralisme, l'équilibre économique, quel type d'économie régionale on va proposer, au lieu de simplement s'opposer, et puis d'arrêter d'instrumentaliser la religion, parce que il y a un problème, même chez les islamistes aujourd'hui, il y a un vrai problème, c'est-à-dire de justifier leur présence sur le champ politique par la seule opposition aux laïcs qui seraient pro-occidentaux, ça ne suffit pas. Il nous faut des vrais politiques, il nous faut des vrais... Et puis on a vu des voix religieuses, moi je l'ai dit et je l'ai répété, parce que c'est vraiment cela. On a vu des voix religieuses confondre leur opinion politique avec des fatwas, avec des avis religieux. Et moi je l'ai dit avec tout le respect que je dois à tous les chouyours qui se sont exprimés. Mais quand le cheikh Ali Joma, qui a été mon cheikh, il dit aux gens... Rentrez à la maison parce que c'est contre l'islam d'être dans la rue le vendredi et vous ne pouvez pas faire la prière du vendredi dans la rue, ce n'est pas une fatwa, c'est une opinion politique. Quand le cheikh Saïd Ramadan el-Bouti dit qu'il est contre l'islam d'être dans la rue contre Bachar el-Assad, ce n'est pas une fatwa, c'est une opinion politique. Quand le mufti d'Arabie Saoudite dit que c'est anti-islamique d'être dans la rue, ça n'est pas une opinion, c'est une opinion politique, ça n'est pas un avis juridique. Et de présenter ça comme une fatwa, c'est très dangereux, parce que là on instrumentalise la religion pour des fins qui ne peuvent pas aller. Quand le cheikh Youssouf al-Qaradawi, avec tout le respect que l'on a pour tout ce qu'il a fait pour la pensée musulmane contemporaine, dit
qu'au Bahreïn, ça n'est pas des révoltes populaires, mais c'est des chiites contre des sunnites, avec tout le respect que je vous dois, je suis opposé, c'est une opinion politique, c'est pas une fatwa. Donc il est très important pour nous tous ici, de bien comprendre ceci, qu'aujourd'hui il faut que nous dépassions ce clivage qui nous empêche d'aller loin dans la réflexion politique, et surtout une chose, c'est que si on est en Europe, on a aussi un rôle à jouer. C'est quel type de défense des libertés nous voulons, quel type de relation nous voulons avec le Sud. Vous êtes des citoyens belges ou des citoyens européens. Il faut véritablement aujourd'hui qu'on dise à nos gouvernements, ici en Europe, soyez cohérents avec vos valeurs. Vous êtes pour la démocratie, respectez le choix des peuples. Vous êtes pour la justice, respectez l'équilibre économique. Ça, c'est aussi notre responsabilité. Il ne suffit pas d'être émotivement pour les opprimés. Il faut être citoyennement pour la justice, le droit et sa défense. Ça, c'est quand même notre responsabilité, c'est ce que j'essaye de défendre dans le livre. J'ai encore pris trop de temps et je m'en excuse. Merci à vous, professeur Tariq Ramadan, pour ces réflexions pertinentes autour de la question des rebelles dans les pays arabes. Alors, je vais céder la parole à la salle. On va très rapidement prendre 3 questions. Il y a une question déjà de M. Hamza Kikao, professeur Tariq Ramadan. J'aimerais bien savoir quelle est ton opinion sur l'attitude des frères musulmans d'Égypte en particulier et toute la confrérie en général dans ces mouvances. Cette mouvance générale de la Méditerranée. C'est-à-dire, à part la question de la médiation, bon d'accord, éviter le bain de sang, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais quel genre de société, au point de vue social, est conclu par les frères musulmans après, Inch'Allah, ça va terminer, les militaires et tout ça, si ça va terminer? Merci. Ça, c'est une première question. On prend encore des questions dans la salle. Vous avez parlé de formation qui était dispensée aux États-Unis. J'aimerais savoir si elles étaient liées au gouvernement américain. Si elles étaient structurellement liées au gouvernement américain. Merci. D'accord. Une autre question dans la salle. Salam alaikum. Moi, j'avais 2 questions pour M. Ramadan. J'avais lu dans un blog, et j'avoue avoir été très étonné, que vous étiez pour l'intervention militaire de l'ONU en Libye. Donc, je voulais vous poser la question pour savoir si c'était réellement votre opinion et si c'est le cas de nous expliquer. Et alors la seconde, brièvement, donc la question est quel est l'intérêt aujourd'hui pour l'Occident d'alimenter, de soutenir les soulèvements, alors qu'ils savent très bien que le terrain politique ne peut être occupé que par les islamistes selon justement leur même théorie. Donc ça, je voulais avoir un petit peu votre point de vue. On cède la parole au professeur Tariq Ramadan pour la réponse à ces questions. Bien. Alors, la première question, elle est très importante. Elle est très importante parce que il y a 2 choses qu'il faut rappeler. D'abord, c'est très important, on parle de mouvement de soulèvement et puis on a tendance à tout confondre. Il faut regarder les situations au cas par cas. La Tunisie, c'est une situation, l'Égypte, c'est une autre situation, la Libye, c'est une autre situation. Il faut vraiment différencier les choses. Et essayer de regarder dans chacun des pays les différentes stratégies. Les mouvements islamistes aujourd'hui n'ont pas les mêmes stratégies dans chacun des pays. Néanmoins, ce qu'il faut relever aujourd'hui, c'est que, par exemple, si on prend le cas exemplaire de l'Égypte, les frères musulmans, dans cette période de la dernière année, a vu son centre, son axe éclater en 5 mouvements différents. L'ancienne garde, qui tient toujours l'organisation et qui a décidé de faire un parti politique, la justice et la liberté. Les jeunes, certains ont quitté et se sont ralliés au mouvement,
Abdelmonam Aboulfoutour, qui est encore une autre voix qui, lui, se présente aux élections contre la vie, et donc il est sorti. Et il y a à l'intérieur même de la discussion du leadership aujourd'hui, une vraie discussion sur comment se positionner par rapport à l'armée. Pourquoi? Parce qu'il semble effectivement que l'armée joue un rôle déterminant. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut mettre en évidence, c'est que à l'intérieur de l'Égypte, en Égypte aujourd'hui, ceux qui semblent l'emporter en termes de leadership, au sein de l'organisation, puisque certains ont quitté aujourd'hui, ce sont ceux qui disent et affirment qu'il faut que nous nous allions, que nous soyons un tampon entre l'armée et la société, et que nous jouions le rôle de médiateur entre les deux, et donc avec des vraies discussions avec l'armée. D'autres sont beaucoup plus dans le soutien au mouvement de résistance. D'ailleurs, récemment, la dernière manifestation qu'il y a eu dans les rues au Midan et Tahrir, officiellement, les frères musulmans se sont distancés de cette mobilisation-là. Donc, il y a une chose qui est claire, c'est l'absence d'un discours extrêmement clair sur quel type de position. Maintenant, il y a une autre chose aussi qui est claire, c'est que dans beaucoup de mouvements, vis-à-vis de beaucoup de mouvements islamistes, il ne faut pas imaginer que les États-Unis ne sont pas du tout au courant de ce qui est en train de se passer aussi dans les tractations. Ça fait longtemps qu'ils sont en discussion. Toute la question est de savoir quelle est la flexibilité de certains mouvements dans la relation avec les États-Unis comme dans la relation avec l'armée. Et le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, à l'heure où on parle là, c'est qu'il y a à l'intérieur du mouvement islamiste des frères musulmans comme des autres, pour certains, l'acceptation qu'il faille entrer en communication avec l'administration américaine et établir des relations avec l'armée. Donc cette stratégie-là, elle existe. Elle existe et personne ne peut le nier. Il faut aussi relever que pour d'autres, on est aujourd'hui dans une opposition beaucoup plus frontale vis-à-vis des intérêts. Donc, moi, ce que j'essaie de mettre en évidence, c'est que chez les islamistes aujourd'hui, alors ça répond aussi à une partie de la question qui a été posée, c'est que il n'est pas du tout certain aujourd'hui, dans l'administration américaine, comme sur le terrain, que tous les mouvements islamistes sont par définition anti-américains et anti-économie de marché. C'est même le contraire, malheureusement. La grande différence dans l'évolution de ces 70 dernières années, oui, des mouvements islamistes, c'est la très grande majorité des islamistes d'aujourd'hui sont pour l'économie de marché. Ils ne sont pas du tout résistants à l'économie de marché. Et donc pour les Américains, ça c'est un véritable indice de collaboration possible. C'est-à-dire, dites-nous ce que vous allez dire sur l'économie. On a très très peu de problèmes sur la question économique avec la Turquie. Les États-Unis ont très très peu de problèmes avec la Turquie. Très peu. C'est pas ça le problème. Et ça, c'est la grande différence. Si vous pensez que la différence entre Erbakan et Erdogan est politique, vous vous trompez. Elle est essentiellement que l'intuition d'Erbakan, c'est que tout se joue sur l'économique. Il fallait un D8 pour faire face au G8. Il était éliminé oui, d'accord. L'un des grands problèmes dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamo-fascisme, c'était cette idée d'abord du système politique, et puis d'un autre côté, on a attaqué la dimension économique, l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire la possibilité pour ces mouvements-là de se retrouver plutôt à gauche du positionnement économique. Aujourd'hui, ce que l'on voit par rapport aux frères musulmans dans leurs différentes traductions sur l'échiquier politique, c'est qu'il y a des tendances à l'intérieur qui sont prêts à la collaboration avec l'armée, prêts à la collaboration avec les États-Unis, et qui, au nom de la conciliation, la réconciliation, sont prêts à jouer ce rôle-là. Moi, je suis très critique par rapport à ce positionnement-là. Je suis très critique par rapport au discours aussi, par rapport au discours politique et par rapport à la vision. Je pense que de ce point de vue, dans ce que je disais tout à l'heure, l'un des éléments de la polarisation est effectivement de permettre aux deux camps, finalement, de ne pas venir avec des idées politiques, des visions politiques bien définies et autocritiques, mais surtout de se légitimer par la présence de l'autre et de jouer sur les alliances possibles. Ce qui est en train de se passer en Égypte aujourd'hui est très 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 dangereux. Et le positionnement des mouvements islamistes est loin d'être clair. Ajoutez à cela une autre chose dont il va falloir qu'on prenne la mesure et qu'on a de la peine à entendre, c'est l'apparition soudaine de mouvements salafistes, qui sont d'ailleurs apparus étonnamment en Tunisie, et donc qui étaient en train de
de perturber le champ politique. Et ben, c'est la même chose en Égypte aussi. On a ces mouvements-là et on se demande quel jeu ils jouent. À quoi sert-il dans ce mouvement-là? Il se peut tout à fait que parfois, vous ayez l'apparition du plus extrême pour rendre possible le plus modéré. Vous me suivez? C'est tout à fait possible. Que vous jouiez sur ces deux tableaux et que vous jouiez sur la flexibilité. Donc, et puis il y a une autre question qui est très importante. Il faut aussi savoir que certains, parce que ça répond aussi à votre question, il faut aussi savoir que parfois, l'un des meilleurs moyens de permettre la flexibilité d'un mouvement, c'est de le mettre au pouvoir, et l'un des meilleurs moyens de lui faire perdre sa crédibilité, c'est aussi de le mettre au pouvoir. Donc on peut tout à fait imaginer qu'à un moment donné de l'histoire, là, on soit dans une autre logique, qu'ils sont incontournables, voyons leur flexibilité, et dans les affaires, on verra s'ils gardent et préservent leur légitimité. La légitimité du mouvement turc aujourd'hui, elle est d'avoir réussi à garder la crédibilité, mais d'avoir accepté les règles de l'économie générale. Et donc on est là dans une discussion qui est un tout petit peu difficile. Donc encore une fois, je n'ai pas une réponse qui est précise en tout, parce qu'elle est spécifique dans chaque pays. Ce qui est en train de se passer en Libye de ce point de vue-là. Il faut aussi savoir qu'en Syrie, l'une des oppositions les plus organisées pour des raisons historiques est l'opposition islamiste, et c'est pour ça que là on sait qu'ils sont moins flexibles. Donc c'est aussi ce qui explique qu'on préférera tempérer, essayer de voir avec qui on peut constituer un rapport à l'opposition, puisque le peuple aujourd'hui, quel que soit le mouvement qui va être le mouvement qui va mener, le peuple est déterminé à ce que Bachar tombe. Donc ça, il faut tenir compte de ça. Pardon? Oui, ça peut le devenir. Ça pourra le faire. Je ne sais pas, pour l'instant, je pense qu'il faut qu'on attende un tout petit peu, mais ça peut le devenir très vite. Elle l'est par secteur. Deuxième élément, pour aller très très vite sur la formation des USA. Alors, là, je le dis, vous le verrez à la page 24 et 25, je mets en évidence où on a des formations qui sont financées. On le sait aujourd'hui, Freedom House, l'Institut Einstein aux États-Unis, Freedom House, et puis le Einstein Institute, ce sont des instituts qui sont aux États-Unis et qui financent. Ils sont financés par le département d'État américain, partiellement, et ils sont aussi financés par des multinationales. Ces institutions-là ont organisé des formations de mobilisation à la gestion des outils Internet, des réseaux sociaux pour la formation non violente. Ça, je veux dire, ce sont des faits, personne ne peut le nier. 2010, 22 et 23 septembre, à Budapest, Google organise la première conférence et forme le network des blogueurs du Moyen-Orient. C'est donc juste avant. Et ils les forment. Et là, vous avez des jeunes qui sont en train de se dire « Attention, il se pourrait que ce ne soit pas gratuit. On ne nous forme pas comme ça. » Mais tout ça, si vous étudiez ce qui s'est passé en Europe de l'Est, si vous étudiez ce qui s'est passé aussi jusqu'en Amérique du Sud, vous en apercevez que ces mouvements populaires, l'induction, la propulsion, elle peut venir de choses qui ne sont pas décidées loin des cabinets. Donc ça, c'est possible. Toute la question est de savoir, est-ce que les forces populaires seront plus fortes que le contrôle technique? C'est toute ça la question. Mais de dire qu'il n'y a pas de contrôle et qu'on ne savait rien, c'est un mensonge éhonté. C'est un mensonge éhonté. Je veux dire, les textes sont là et les recoupements sont là. C'est-à-dire que moi, je prends ça et en allant chercher dans différentes sources, vous vous dites, c'est quand même absolument incroyable. Donc tout ce qu'on s'est dit, l'intelligence de ces mouvements collectifs, elle vient de quelque part. Maintenant, toute la question est de savoir quel type de liberté on va pouvoir déterminer. Et pour terminer, sur la question... oui, non, qu'on soit bien clair, parce que ça c'est une question très importante, je m'en suis vraiment... j'en ai reçu des mails qui... Parce que il faut savoir que sur le net, vous avez des propagandistes syriens et vous avez des propagandistes libyens. Et donc certains travaillent pour les gouvernements, et nous par exemple, on a sur un certain nombre de sites des gens qui n'arrêtent pas. C'est-à-dire que ce sont des maîtres de la propagande syrienne, aujourd'hui en disant, mais non, Bachar el-Assad est un homme qui est aimé par son peuple. Oui, et que, non. Moi, ce que j'ai dit, et j'ai répété ceci, j'étais à la BBC juste au moment où Kadhafi a dit
on va éliminer les gens à Benrezi. Et moi, j'étais pour l'idée qu'il fallait une zone d'exclusion aérienne. Ma position, c'était celle-ci. On ne pouvait pas laisser faire car l'homme allait tuer. Il allait tuer. L'intervention de l'OTAN, l'intervention armée, je m'y suis toujours opposé. Et je pense qu'il y a eu abus de pouvoir de l'OTAN qui a utilisé la résolution pour aller plus loin, pour des raisons strictement économiques et géostratégiques. Et quand j'ai dit à Guéant qu'il était allé, que la France était allée en Libye pour des questions de pétrole et qu'il dit non, c'est parce que nous étions pour les droits humanitaires et que nous aimons les Libyens, j'ai dit mais pourquoi ce fait? Non mais c'est important parce que la Ligue arabe a dénoncé le lendemain le fait qu'on était allé trop loin. Mais la Ligue arabe a aussi demandé une zone d'exclusion aérienne en Palestine, qu'on n'a jamais entendu. Donc le sang palestinien, là, de ce point de vue-là, n'avait pas la valeur du pétrole. Pardon? Ah, j'ai dit Guéant. Oh mon Dieu, Guénon. Excusez-moi, merci d'avoir rectifié. Donc c'était Guénon. Et puis donc voilà, je n'étais pas pour ceci, voilà ce pourquoi j'étais, et certains disent que j'ai défendu l'intervention, jamais, et même en Syrie, j'ai jamais voulu l'intervention, j'ai toujours dit qu'il y a des moyens d'intervenir, qui ne soient pas des moyens militaires, mais qui mettent effectivement le président en face de ses responsabilités et qui est de partir. Maintenant, l'intérêt de l'Occident, il est de trois niveaux. Première des choses, c'est que le soutien au statu quo était impossible. Et en Égypte, et en Tunisie, ça n'était plus possible pour plein de raisons que j'ai rappelées. La deuxième des choses, c'est que, comme je vous l'ai dit, ne vous faites pas des islamistes et des mouvements islamistes une idée de purs opposants à l'Occident. Les Américains sont bien plus, et les Européens sont bien plus en avance que ça. Et les Chinois et les Russes, ils n'ont aucun problème à travailler avec une pensée soit conservatrice, soit une pensée islamiste à partir du moment où les accords sont clairs sur un certain nombre d'intérêts gardés. Et qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de voir. On est en train de voir certains qui peuvent aller jusqu'à la conciliation. Il faut aussi savoir une chose, et ça c'est générationnel. C'est pour ça que la crise des générations dans les mouvements islamistes est très importante. Quand vous avez été 40 ans dans l'opposition, qu'on vous a diabolisé et torturé, et qu'on vous fait entrer sur la scène politique en vous donnant la possibilité d'avoir des postes de pouvoir, c'est humain d'entrer dans ce dialogue-là. C'est humain d'entrer dans ce... Ça veut dire justement que quand on fait de la politique islamiste ou pas, ça reste de la politique. Et que le pouvoir corrompt. Et que le pouvoir questionne votre éthique. Au nom de votre histoire. Il y a des gens qui sur 30 ans, ils changent. Et il faut bien mesurer ceci. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on mesure ce changement de stratégie américaine de façon un tout petit peu plus approfondie que cela, parce qu'il y a des intérêts qui sont protégés et qui le seront mieux comme ça qu'avec le statut. Voilà. Merci. Merci à vous, professeur Falakanda. Une petite minute, s'il vous plaît. Nous allons passer, je vais vous demander de quitter la salle, mais attendez, s'il vous plaît. On va procéder à la séance dédicace de manière très très rapide, mais elle doit se faire à l'extérieur parce qu'on va libérer le local pour en principe 9h30 maximum. Nous allons terminer, s'il vous plaît, par une invocation, un rappel. C'est la nuit du Nouvel An, bientôt le jour de Ashura. Donc je voudrais encore une fois, au nom de toute l'équipe European Muslim Network, vous remercier pour votre présence, pour votre patience, en le chef de Malika, de Sarah, de toute l'équipe Abdelmajid Tanko, Ahmed Bouziane et toute l'équipe belge. Remercier votre présence et saluer votre patience encore une fois. Et vous souhaitez, s'il vous plaît, 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 vous souhaitez nos meilleurs vœux à l'occasion de l'année nouvelle 1433, qu'elle soit une année de paix, de bénédiction, de fraternité, de grâce, de santé et d'amour, de foi et de prière, Inch'Allah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت
السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci à vous. S'il vous plaît, pour ceux qui n'ont pas entendu, mettez le prénom si c'est possible pour faire un peu plus vite. Merci. Ok, ça va? Allez, payons. Karim, je vais t'envoyer une file avec les gens qui veulent acheter uniquement le livre. Ouais, vas-y. Ah, vas-y, Bon, pardon. C'est bon. 15 €. Excusez-moi. Ils ne doivent pas rester ici, s'il vous plaît. Moi, je vais qui passe avec les livres. Sarah, excusez-moi. Laure, il y a 2 fils ici. 2 fils, les gars, 2 fils. Il faudrait vraiment en faire une pour la dédicace, s'il vous plaît. Donc on va rester ici. C'est bon, c'est ça. J'ai regardé vos conférences. Ouais, merci. Rien du tout. J'avais une anecdote par rapport à ça. Juste c'est pour ça que j'ai dit heureusement qu'on a un miso parce que